Bonjour Franck-Yves. Salut Cédric, tu vas bien? Ça va bien, merci. Bienvenue sur la page des Malins dans la course. On va parler donc du Vendée Globe, l'édition 2020. Et pour nous, c'est un honneur de recueillir bien justement ces commentaires de ta part. Toi qui as gagné de nombreuses courses, 3 Routes du Rhum, 3 Jacques Vabre, 2 Québec-Saint-Malo. Et je vais m'arrêter ici au niveau du palmarès. Tout ça en multi 50, il faut bien le préciser. Et tout ça en multi 50. Ça n'a rien à voir avec un Vendée Globe et en classe IMOCA. Et le Vendée Globe, je ne l'ai jamais fait. Je l'avais proposé à mon partenaire, mais à l'époque, il avait décliné l'invitation. D'accord, oui. Alors, il y a une question de budget, j'imagine, mais en tout cas, tu as les connaissances nécessaires pour pouvoir nous commenter cette Vendée Globe, ce Vendée Globe. Alors, déjà pour ceux qui ne connaissent pas le Vendée Globe, est-ce que tu peux nous parler des caractéristiques? Le Vendée Globe, ça se court en 60 pieds IMOCA. Donc c'est une classe avec une jauge restrictive, c'est les bateaux qui font 18 mètres et des poussières. Il y a un tirant d'air maximum, un tirant d'eau maximum, une surface de voile maximum et un nombre de voiles maximum. Tout ça, c'est limité. C'est très limité. C'est pas de la monotypie, mais c'est des bateaux très proches les uns des autres, avec des feuilles plus ou moins longues, pour certains encore sans feuilles et avec des dérives. Il y a plusieurs générations de bateaux, c'est ce qui fait la beauté de cette course-là. Des partenaires avec des skippers avec peu de moyens peuvent venir, et on sont en train de prouver, des gens comme Seguin, Jean Lecam, etc., qu'avec des budgets limités, on peut faire une très très belle course, et pourquoi pas jouer les tours de fête pour l'arrivée. Et sinon, cette course, elle part des Sables d'Olonne, Sables d'Olonne. Pour revenir aux Sables d'Olonne, donc c'est un tour du monde en solitaire, sans assistance, et sans pouvoir t'arrêter dans un port autre que les Sables d'Olonne. Tu peux rentrer au bout de 5-6 jours, comme a pu le faire Charal avec Jérémy Billot. Il est reparti dans les temps des Sables d'Olonne, mais Samantha Davis, la pauvre qui s'est arrêtée à Capton, ainsi que Hugo Boss, pour réparer. Elle a voulu continuer, ce qui est très très fort. Charal est reparti aussi, mais Samantha, après avoir réparé ses fonds de bloc, est repartie pour continuer son complément. Mais par contre, en étant disqualifié, sans être classé. Alors que Charal, qui est reparti des Sables d'Olonne, qui s'est arrêté au Sables d'Olonne pour réparer, est reparti et sera classé, 10e, 11e, 12e, peu importe, mais il aura terminé son Vendée Globe, ce qui est très important pour son sponsor. Alors parlons justement en effet des temps forts. Là on a parlé donc de ceux qui ont malheureusement dû abandonner. Partons à la rigueur dans le sens de la marche en passant donc par le cap de Bonne-Espérance, le cap des Wings et puis le cap Horn. Je tiens à préciser dans cette vidéo que la course n'est pas encore finie. Elle arrive normalement demain parce que là on est le 26 janvier donc 2020. Quels sont les temps forts pour toi? Les temps forts, il y a toujours le départ. Sur une course comme celle-ci, tu as 2 temps forts. Le départ, l'arrivée, qui normalement, tu dois avoir énormément de monde sur le boat. Pareil, l'arrivée, malheureusement, à cause de ce foutu Covid, eh bien, les bateaux sont partis pratiquement avec personne. Elle va pouvoir les admirer, mis à part à travers la télévision, à travers les médias. Et ça va être pareil sur l'arrivée. Bon, enfin, c'est comme ça, et il faut faire avec. Sinon, le moment fort, alors moi je vais parler un petit peu des Malouins quand même, parce que comme c'est des Malouins dans la course, tu pourras poser des questions sur les autres, mais il y avait 3 Malouins au départ, Maxime Sorel, Louis Burton et Kevin Escoffier. Le premier temps fort, dont on se souviendra souvent sur cette édition 2020, j'en rigole maintenant, c'est le naufrage de Kevin Escoffier sur PRB. Lui c'était très clair, lui de toute façon il ne pouvait pas repartir, donc ça a été un abandon total et avec la perte d'un bateau qu'on ne retrouvera plus jamais. Ensuite il y a eu des moments forts comme celui de Maxime Sorel. J'ai un peu suivi quand il a été dans l'obligation de monter dans son mât alors qu'il n'était pas à l'abri du Nil ni d'une côte, où il a été dans l'obligation de monter en haut de son mât pour pouvoir décrocher son J2. Alors le J2 c'est une voile très importante, c'est la voile la plus importante sur ce genre de bateau. Il a fallu qu'il monte, qu'il affale, qu'il descende cette voile-là, qu'il la répare à l'intérieur de son bateau, et il a fallu remonter au mât pour la réenvoyer. Mais ce genre de voile, quand tu le fais déjà à 2 ou à 3 le long d'un quai, s'il y a un peu trop de vent, c'est problématique. Il faut attendre qu'il n'y ait pas trop de vent. Il faut monter la personne au bas. C'est tout un boulot. En pleine course. Lorsque tu le fais en solitaire, complique énormément les choses, surtout lorsque le bateau bouge et continue à avancer. Donc je suppose qu'il a dû le faire par un temps un
petit peu clément quand même, parce que faire ça par 30 nœuds ou 40 nœuds de vent, c'est impossible. Mais même avec 5 ou 10 nœuds de vent sur ce genre de bateau, quand tu montes à 28 mètres de haut pour décrocher ta voile, pour redescendre, l'affaler, enfin, c'est vulgairement, c'est un gros bazar et c'est compliqué. D'autres l'ont fait. Louis, ensuite, donc le Maxime est reparti. Louis s'est arrêté derrière Macquarie, qui est une île en plein milieu, je ne veux pas dire de bêtises, en plein milieu du Pacifique, je crois, ou de l'océan Indien. Je ne sais plus, tu vois, j'ai un doute. Eh bien, écoute, moi, je j'ai ne sais pas pas suffisamment. Donc, en attendant, il s'est arrêté derrière cette île-là pour réparer, j'ai cru comprendre, son hook de grand voile, parce qu'il ne pouvait plus renvoyer la grande voile haute. Il y est resté comme de nombreuses heures. À l'origine, il pouvait y rester 3 heures, et puis il a dû rester 14 ou 15 heures. Donc, ça lui a fait une très grosse perte de temps. Et au final, il a réussi à repartir. Son pilote est réparé. Et puis, les conditions météo lui ont permis de revenir parce qu'il a une trajectoire très rectiligne le long de la délimitation des glaces, alors que les bateaux de devant devaient encore tirer des bords. Et tant mieux, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette course-là. Ceux qui étaient devant, contrairement aux autres Vendée Globe, n'ont pas pu continuer à prendre de la distance. C'était un peu le contraire. Tous les bateaux, et ça va être encore le cas sur l'arrivée de cette nuit ou de demain soir, les bateaux de derrière vont continuer à reprendre sur les bateaux de devant. Pour continuer avec Louis, Louis a pu revenir comme ça, passer dehors, et aller tellement vite à un certain moment qu'il a réussi à revenir aux avant-postes. C'est aussi un moment fort pour le Vendée Globe et pour Louis, parce que là, ça me paraît plus difficile pour lui de terminer en tête, mais il aura fait quand même. Et attention, la course n'est pas terminée, d'accord ? Soit bien prudent, la course, c'est que demain, d'ici une vingtaine, 24 heures. C'est ça. Donc on verra, on en parlera après la ligne. Mais il aura été aux avant-postes pendant quelques jours. Donc 3 moments forts, et puis Maxime qui revient, qui court très très bien. Il a encore navigué là, 48 heures ou 38 heures sous grand spi. Il disait pour lui, il découvre encore le bateau sous spi, parce que c'est des bateaux qui sont quand même très physiques. Donc voilà, ça c'est 3 moments forts. Kevin, Louis, qui en partant de Macquarie, on dit à 950 000, c'est pas possible à revenir. Il n'y reviendra pas, je veux dire. Ce qui aurait paru logique, il est revenu. Et puis Maxime qui va avoir fait un Vendée Globe très chouette. Il aurait aussi très bien pu abandonner avec les soucis qu'il a eu.